Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 13e émission Justice citoyenne, regard croisé entre citoyens et avocats, Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Je vous rappelle les petites notions d'usage, notamment pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Merci et bienvenue de venir sur cette émission quotidienne, tous les lundis à 20h. Pensez à vous abonner et liker, partager les pages Facebook de David Guyon, avocat, la page Facebook du collectif Libertad, les chaînes YouTube également David Guyon, avocat, et du collectif Libertad. L'objectif, c'est de prendre des abonnés et surtout augmenter en volume pour montrer davantage de plus en plus ces émissions, les lives du collectif, les émissions également, toutes les petites vidéos que fait régulièrement également David Guyon, dont il vous parlera certainement par la suite. On diffuse également sur différents canaux, notamment Twitter, ainsi que sur Cronbunker. Je vous rappelle pour ces émissions que l'on essaie de répondre au maximum de questions. Les commentaires que l'on voit arriver en direct sur notre plateforme de streaming là, qui est juste sur ma droite, moi, de mon écran, je vois tous vos commentaires, tous à la suite, dans l'ordre, on va dire, horaire. Ce sont tous les commentaires qui arrivent sur les deux pages Facebook et les deux chaînes YouTube. Voilà, les commentaires postés sur Twitter ou sur Cronbunker, on ne les voit pas arriver. Donc, si vous avez des questions, venez directement sur les pages Facebook ou les chaînes YouTube. Ce soir, on va parler un petit peu d'un sujet un petit peu particulier qui peut, pour certains, se dire mais de quoi est-ce qu'on va parler? Notamment les DPE, les dispositifs, enfin les diagnostics de performance énergétique, avec notamment un changement de loi qu'il y a eu en août 2022, dont va nous parler David Guyon. Bonsoir David. Bonsoir Pierrick, bonsoir à tous. Très heureux de tous vous retrouver encore lundi soir à 20h. Et comme tu l'as très bien dit, si le sujet vous intéresse, si vous le trouvez intéressant, je vous invite à le partager. Vous avez vu que c'est une chaîne de vulgarisation juridique. Et je remercie encore Pierrick de son temps, de son énergie, parce que évidemment, c'est plus facile de discuter quand on a quelqu'un qui peut nous poser les questions en direct, qui peut effectivement faire vivre l'émission avec moi. Donc merci Pierrick encore une fois d'être présent. Alors, le diagnostic de performance énergétique, c'est un sujet sur lequel je me suis penché parce que mon cabinet, comme vous le savez, intervient aussi en matière d'urbanisme et de construction, parce que l'administration, en fait, a aussi un impact sur ces activités-là. Et vous savez que l'administration, c'est mon adversaire de toujours, raison pour laquelle je suis arrivé dans le cadre de la crise sanitaire. Alors, je vous ai, comme à mon habitude, fait une petite introduction. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle est la suivante. Le diagnostic de performance énergétique comporte des intérêts écologiques évidents, ce que je vais tenter de démontrer, mais constitue également un caractère punitif certain. Je m'explique. L'environnement ne doit pas devenir une nouvelle religion à laquelle nous serions tous contraints et forcés d'adhérer. Une religion punitive avec pour conséquence une réduction significative des droits et libertés fondamentales. Je répète, fondamentales. Une sorte de purgatoire infligé aux citoyens pour avoir osé vivre dans une société déjà préconstituée, dans laquelle leur pouvoir d'influence est nul, voire inexistant, et à qui on reproche l'intégralité des maux de ce monde. Voilà, un petit peu, je viens de donner le là. Vous avez compris un peu le fond de ma pensée. Alors, on va tenter, bien entendu, de présenter les choses de la manière la plus objective possible, permettre à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui de comprendre ce qu'est le DPE, et puis ensuite se faire son avis sur cet instrument qui, encore une fois, ce n'est pas l'instrument en soi qui est problématique, mais plutôt la finalité ou en tout cas l'utilisation qu'en fait ce gouvernement. Et je vais tenter de le démontrer. Alors, le diagnostic de performance énergétique est arrivé en 2006. Donc, c'est un outil qui est plutôt assez récent. Et initialement, c'était surtout un outil informatif. Lorsque vous achetiez ou lorsque vous mettiez à la location un bien immobilier, eh bien, vous pouviez connaître à l'avance un petit peu le niveau de performance énergétique de ce DPE, diagnostic de performance énergétique. Ça vous évitait soit d'acheter, soit de louer une sorte de passoire énergétique, c'est-à-dire des logements qui sont particulièrement énergivores. Alors, c'est sous l'influence du droit européen que cette mesure est arrivée. Alors, est-ce que l'Europe est responsable de tous les maux? Je ne pense pas. Rappelons-le quand même que très souvent, les États ont aussi une marge de manœuvre et que, bien entendu, il s'agit d'une volonté qui n'est pas propre à tous les États. La France aussi y contribue. Donc, en réalité, ce sont surtout des politiques qui concordent dans ce sens-là.
Donc, concernant notre DPE, l'objectif est donc d'évaluer, grâce à une note qui va de A jusqu'à G, eh bien, les performances énergétiques d'un bâtiment et notamment ces performances également d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas simplement l'énergie, c'est également les gaz à effet de serre. C'est la petite nouveauté de 2021. D'abord informatif, il est devenu aujourd'hui obligatoire, on va dire punitif, depuis la loi du 22 août 2021. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, le 22 août 2021, c'est vrai que ce n'était pas la loi qui nous a le plus, qui a plus attiré notre attention. Il y avait cette loi du 5 août 2021, sur laquelle je ne vais pas revenir ici, mais vous comprenez que dans la même foulée, eh bien, au courant de l'été, eh bien, cette mesure est passée. Et là, aujourd'hui, eh bien, je vais vous démontrer un petit peu quelles sont les différentes mesures un peu coercitives qui ont été mises en place sur fondement, bien entendu, de lutter contre le dérèglement climatique et renforcer la résilience face à ces effets. C'est le nom de la loi. Donc, résilience. On voit bien ici que c'est vraiment la fin de l'abondance qui était déjà annoncée en août 2021. Et je rejoins assez bien Idriss Aberkan sur le sujet. On a des prophètes finalement de l'Apocalypse, des malthusianistes, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas qui est Malthus, c'est effectivement un politologue du 19e siècle qui a dit qu'à la table de l'humanité, eh bien, il n'y aurait pas de place pour tous à partir du moment où nous sommes dans un monde fini et que l'homme se multiplie de manière infinie. Eh bien, à un moment donné, effectivement, à la table de l'humanité, il n'y aura pas de place pour tous. Ça, c'est la vision de Malthus. Malthus qui, effectivement, avait une vision très cynique. Et je rejoins encore une fois Idriss Aberkan qui nous disait que face à ce malthusianisme, il faut lui opposer eh bien, la théorie des Lumières, la lumière, bien entendu, qui veut dire qu'on est capable aujourd'hui eh bien, de créer l'abondance grâce à la technologie. Ça, là-dessus, je le rejoins parce que c'est une vision qui est beaucoup plus positive et qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante. Chaque fois que nous avons été contraints de nous adapter à des changements, eh bien, l'homme a su relever ces défis. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on a été capable, dans les années 50, 60, d'industrialiser les ressources et de multiplier nos capacités eh bien, de pouvoir nourrir notre population. Et donc, c'est vrai que c'est plus en cela, entre le désespoir et l'espoir, eh c'est plus dans l'espoir dans lequel j'ai envie de croire. Après, chacun se fait son avis. Est-ce qu'à ce stade, on a des questions? Cette petite introduction qui était un peu longue, Pierrick. Alors, Pierrick, on ne t'entend pas. Je réactive mon micro. Alors, cette fois, je me suis pris, alors même si des fois je l'ai noté en tête, là, je me suis pris un papier pour les noter. La seule question véritable que j'ai vue à ce jour, pour l'instant, à 20h05, et notamment de je retrouve le commentaire. Ici, on y est. Voilà, et je pense que tu vas y répondre. C'est pour ça que je la pose maintenant. Je pense que ça va être tout l'objet de ton, entre guillemets, de ton développement. Bonsoir, le décompte de performance énergétique est-il encore un prétexte pour enrichir les banques et les assurances? Merci à vous. Merci. Merci pour la question. Donc, effectivement, comme Pierrick vient de le dire, je vous invite à poser vos questions en commentaire. On y répondra au fur et à mesure de l'émission. Alors, est-ce que ça va enrichir les banques et les assurances? Je ne pense pas que ce soit véritablement ça le but. Parce que, encore une fois, le tarif n'est pas réglementé. Il y a une multitude d'entreprises qui interviennent sur l'établissement d'un DPE. Donc, il y a de la concurrence. Donc, ce n'est pas forcément là-dessus que les entreprises vont faire fortune. En revanche, il est certain qu'en réalité, on a un nouvel outil qui va eh bien, venir impacter les propriétaires, impacter les locataires et apporter encore plus de contrôle et de restrictions avec ce côté un peu punitif sur lequel je vais revenir. Donc, ce n'est pas tant, à mon avis, sur un problème financier, mais davantage un problème de liberté et de droits fondamentaux. Alors, on va revenir sur ce caractère obligatoire du DPE. Il est très important de savoir que vous retrouverez l'intégralité du régime juridique du DPE dans le Code de la construction et de l'habitation. Donc, si vous avez des informations à chercher, dans ce code, il faut aller les rechercher. Les DPE sont obligatoires, d'accord? Point. Ils concernent tous les bâtiments dès lors qu'ils sont clos et couverts. Okay, donc, effectivement, les bâtiments à usage d'habitation, il n'y a pas de débat là-dessus. Et
vous avez une exception, en tout cas une exclusion, pour les bâtiments notamment à usage agricole, artisanal, industriel, et vous avez une liste un peu plus précise qui est faite à l'article R 126-15 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, ça ne concerne pas non plus tous les bâtiments. Depuis 2021, il s'applique également au logement collectif. Alors, je ne vais pas revenir sur cette question-là, mais rapidement, pour dire qu'à partir du moment où il y a des équipements collectifs au chauffage, donc susceptibles d'être un peu énergivores, en tout cas d'impliquer une consommation d'énergie, eh bien, il est obligatoire aujourd'hui d'avoir un DPE. Et il va revenir en fait principalement au syndic d'établir ces DPE, ce qui va bien entendu entraîner pour les copropriétaires une augmentation des frais de fonctionnement de la copropriété. C'est assez évident. Le DPE doit en principe être à l'initiative du propriétaire du logement, que ce soit pour une location ou pour une vente. Il vous faudra ce document. Encore une fois, je l'ai indiqué, le tarif n'est pas réglementé, donc vous pouvez trouver tout type de tarif. Quoi qu'il en soit, il est important de faire appel à un diagnostiqueur, qui est un professionnel indépendant, qui va devoir être certifié par l'État pour pouvoir établir ce diagnostic. Donc, c'est-à-dire que toute entreprise ne peut pas le faire, elle doit présenter un certain nombre de garanties. Ce DPE est valable pour 10 ans et vous avez un régime un peu transitoire qui est mis en place. Donc, pour les logements qui bénéficieraient d'un DPE avant 2021, la durée n'est pas exactement la même parce que les critères permettant de noter les habitations, les bâtiments, en fait, ont évolué. On va revenir un petit peu là-dessus. Le diagnostiqueur, lui, a une obligation de transmettre à l'ADEME. Alors, l'ADEME, à l'observatoire de l'ADEME, je vais aller regarder parce que je n'ai plus l'acronyme en tête. Qu'est-ce que c'est que l'ADEME ? C'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Voilà. Donc l'ADEME, donc c'est l'État en fait. On doit lui transmettre le diagnostic de performance énergétique. Pardon. Donc en fait, on voit bien qu'ici l'État va contrôler à la fois les locations et à la fois les ventes. Ça, c'est concrètement ce qu'on est en train de comprendre. Donc, en matière d'ingénierie sociale, c'est assez intelligent d'avoir pensé au DPE. Objectivement, c'est un peu cynique, mais encore une fois, l'État a sa raison que la raison ignore. À défaut donc de cette transmission à l'ADEME, le DPE n'est pas valide. D'accord ? Il n'est pas valable, il n'est pas valide, il ne permet pas de remplir l'obligation fixée par le Code de la construction et de l'habitation. Donc ça, déjà, pour vous rappeler un peu le caractère obligatoire, c'est mis en place depuis le 1er juillet 2021, donc avant le 1er juillet 2021, ça n'était pas obligatoire, depuis ça l'est, et effectivement, ça va ajouter de nouvelles contraintes, ça va encadrer et encore plus accroître le pouvoir de l'État en matière de location et de transactions immobilières. On va voir ensuite un petit peu les effets juridiques du DPE. Alors, il y a deux effets principaux que j'ai notés. Il y a tout d'abord la lutte contre les passoires énergétiques, encore une fois, qui est à mon sens une mesure louable. C'est une mesure qu'il est important de prendre en compte. C'est pas le DPE en soi qui me pose problème, mais plutôt les modalités de mise en place de ce DPE. Donc, lutter contre les passoires énergétiques en soi, on est d'accord. Pas de problème pour moi, en tout cas, et j'expliquerai pourquoi. Et la deuxième chose, c'est l'opposabilité de ce DPE. On va voir que ça va entraîner un certain nombre de conséquences. Tout d'abord, sur les effets et la lutte contre les passoires énergétiques, si vous avez un bâtiment d'habitation qui est en catégorie F ou G, vous pouvez vous inquiéter. Voilà, concrètement, des mesures restrictives et progressives vont concerner notamment ces habitations. Et en fait, on va voir qu'à partir de 2034, les catégories E également vont être concernées. Et je pense qu'en fait, ça va être crescendo. Alors, quelles sont les mesures qui ont été mises en place au cours de l'année 2021 et qui ont pris effet en 2022 ? Tout d'abord, on va avoir l'obligation de réaliser un audit énergétique pour la vente de maisons individuelles et de bâtiments d'habitation collective en monopropriété. Et ça s'appliquera à partir du 1er avril 2023, un audit énergétique. Donc, si vous avez des ventes qui vont se réaliser à partir d'avril 2023, sachez que c'est un document obligatoire supplémentaire qui va s'ajouter. Quel sera son prix ? Pour l'instant, nous ne le savons pas. Le tarif n'est pas réglementé, je le rappelle. Et encore une fois, quel va être concrètement son contenu ? Là, il faudra s'approcher un petit peu des différents décrets d'application qui vont être mis en œuvre, si ce n'est pas déjà fait. La deuxième chose, c'est pour tous les propriétaires de logements en catégorie F et G, il y a un gel des loyers depuis le 25 août 2022. Donc, depuis le 25 août 2022, vous ne pouvez plus augmenter vos loyers.
Donc, c'est embêtant pour les propriétaires. En revanche, pour les locataires, veillez effectivement à ce que les DPE vous indiquent si vous êtes en catégorie F ou G, parce que ça peut vous éviter d'avoir une augmentation des loyers. Rappelons que l'augmentation des loyers est fixée aussi en fonction de l'inflation. Donc, faites attention à ça, parce que ça peut représenter des sommes importantes quand même sur l'année. Également, à terme, on va interdire la présence des passoires énergétiques sur le marché locatif. Donc, interdiction à terme de pouvoir mettre en place des locations pour les logements en catégorie F et G. Donc, on va en parler tout à l'heure un petit peu sur les propriétaires. Ça va avoir des conséquences quand même assez importantes. Alors, il y a bien sûr des mesures transitoires. Pour les logements G, ça sera à compter de 2025. Pour les logements F, à compter de 2028. Et les logements E, à compter de 2034. Donc, ce n'est pas dans l'immédiat. Seulement, vous le savez, c'est quand même en amont qu'il faut essayer de s'inquiéter. Parce que lorsque vous vous trouvez concerné par ces différentes mesures, parfois il est un peu tard pour pouvoir les contester, ce qui est quand même assez embêtant. Mais bon, 2025, 2028, 2034, ça laisse un petit peu de temps. Pour les logements consommant plus de 450 kW d'énergie finale par mètre carré et par an, donc attention, c'est quand même des logements très énergivores, c'est à partir du 1er janvier 2023 qu'il n'est même plus possible de les mettre en location. Donc on voit que ça a commencé déjà depuis le 1er janvier 2023. Alors, l'État, bien entendu, a mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour permettre aux propriétaires privés d'engager des travaux. On avait parlé lors d'une émission de la prime Rénov', qui fait partie de ces primes. Mais rappelons-le aussi, la prime Rénov', elle est quand même calibrée à la fois sur la nature des travaux et sur le montant des revenus des propriétaires. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas dans la tranche, vous n'avez pas d'aide. Alors, ce n'est pas le seul dispositif qui existe, mais quoi qu'il en soit, là, il faut vraiment se rapprocher. Si vous êtes propriétaire et que vous êtes concerné par ces catégories F et G, il faut se rapprocher un petit peu des dispositifs mis en place et qui sont d'ailleurs détaillés assez bien sur le site du gouvernement. Donc, il faut aller voir. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, si vous êtes un propriétaire avec de faibles revenus, ça va être compliqué de rester propriétaire. Ça, c'est évident. Alors, le deuxième point, c'est l'opposabilité du DPE. Alors, l'opposabilité du DPE. Je l'ai rappelé, c'est un document qui est obligatoire. Insistons vraiment là-dessus parce que c'est la nouveauté depuis le 1er juillet 2022. C'est une nouveauté, le document est obligatoire. On va parler également des méthodes de calcul du DPE. On en discutait avec des agents immobiliers avec lesquels je travaille en ce moment qui m'indiquaient que les méthodes de calcul ont complètement changé. Donc, ça veut dire que si vous aviez avant 2021 un DPE, il est probable que ce DPE ne soit pas du tout conforme à ce qui existe aujourd'hui. D'accord ? Donc, il faut, à mon sens, très certainement refaire une nouvelle évaluation. Et là-dessus, bien entendu, le diagnostiqueur ne fait pas tout et n'importe quoi. En fait, il y a un arrêté du 8 octobre 2021 qui s'appelle Modification de la méthode de calcul et des modalités d'établissement du diagnostic de performance énergétique, qui est l'arrêté qui va fixer en fait les conditions. Alors vous avez un tableau, en fait, c'est assez complexe, il y a un petit calcul qui est mathématique à faire, mais en tout cas, cet arrêté vous fixe les critères. Donc oui, ça s'est drastiquement renforcé. En revanche, non, les diagnostiqueurs ne font pas ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, on a une uniformité des notes de calcul. Par contre, ça peut ne plus correspondre à ce qui existait avant 2021. Donc attention. La méthode de calcul est donc homogène, elle est plus fiable, en tout cas c'est comme ça qu'elle est avancée, et elle répond à une sorte de méthodologie. Alors après, est-ce que cette méthodologie, elle est finalement cohérente, efficace et pragmatique? Ça, il faudrait effectivement pouvoir discuter un peu avec les diagnostiqueurs et s'intéresser un petit peu à cet arrêté. Et quoi qu'il en soit, cet arrêté, si un jour nous devions le contester, nous pourrions le faire devant le Conseil d'État. Le calcul du DPE, comme je le dis, répond donc à une méthodologie objective censée être fiable. En tout cas, c'est comme ça que le présente l'arrêté du 8 octobre 2021. Et par conséquent, effectivement, la conséquence, c'est que vous avez une méthode de calcul qui va être appliquée de manière uniforme, mais qui en revanche va être beaucoup plus drastique et restrictive que celle qui existait avant 2021. Alors, on en vient maintenant que j'ai présenté ces différents éléments sur le DPE et que tout le monde comprend de quoi exactement il s'agit. On va s'intéresser pour savoir s'il s'agit d'une nouvelle sorte de passe énergétique. Et oui, parce que vous vous rappelez, une des premières émissions que nous avons fait sur justice citoyenne, Pierrick, je ne sais pas si tu peux la remettre dans les commentaires de la vidéo, mais bien nous avions parlé du pass énergétique. Et nous en avions parlé notamment
à l'aune des potentielles restrictions de consommation énergétique, des mesures de délestage, en fait, qui sont des mesures de rationnement, nous avions évoqué le pass énergétique parce que c'était la mesure un petit peu à la mode. Bon, en ce moment, vous avez compris, c'est la réforme des retraites, donc on en reparlera certainement après. Mais quoi qu'il en soit, il y a, à mon sens, via ce DPE et le choix politique qui a été fait derrière la loi du 22 août 2021, il y a une volonté d'instaurer une sorte de pass énergétique. Alors, il nous faut bien entendu définir ce qu'on entend par pass énergétique. Le pass énergétique, c'est tout instrument juridique. Ce n'est pas parce qu'il ne s'appelle pas pass énergétique que ce n'est pas un pass énergétique. C'est ça que ça veut dire. C'est tout instrument juridique permettant de réduire et encadrer les droits des citoyens sur le fondement d'un critère d'intérêt général tiré de la lutte contre le dérèglement climatique ou l'environnement. Alors, un critère d'intérêt général pour les publicistes, si nous en avons qui nous regardent, vous savez que est un motif d'intérêt général ce que le gouvernement du moment estime être un motif d'intérêt général. Donc, ça veut dire que c'est un motif qui est extrêmement subjectif et qui va dépendre en réalité de la politique du moment. Donc, aujourd'hui, ce motif d'intérêt général, c'est la lutte contre le dérèglement climatique et l'environnement de manière générale. Et on voit ici que la conséquence de cet intérêt général, c'est de dire on va réduire vos libertés. Voilà. Comme si finalement, liberté et environnement étaient deux notions inconciliables. Et c'est là où, à mon sens, moi, je me mets en rupture avec le choix politique et juridique qui a été mis en place. C'est-à-dire qu'à mon sens, environnement, écologie, dérèglement climatique doivent aller de pair avec la liberté. Mais, et c'est ce que je vais tenter d'expliquer, à mon sens, le gouvernement, l'État de manière générale, c'est pas propre à ce gouvernement-là, l'État se défausse de sa responsabilité sur les propriétaires privés. On le voit déjà avec la prime rénov', et effectivement, cette mesure d'instauration d'un DPE continue, à mon sens, d'être une politique écologique punitive. L'écologie, oui, la punition, non. Et c'est ici où moi je m'inscris véritablement en rupture parce que, encore une fois, on va le voir un petit peu ensemble, il s'agit encore une fois de réduire les libertés et les droits fondamentaux, ici notamment des locataires et des propriétaires. Alors, bien entendu, ce serait un peu schématique de mettre en avant de cette façon-là le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Nous n'avons pas une vision manichéenne et on va essayer de présenter un petit peu les éléments à la fois positifs et les éléments un petit peu négatifs. Les éléments positifs. Alors le DPE, bien entendu, va favoriser la mise sur le marché locatif des logements décents. Eh oui, c'est pas normal en 2023 que l'on loue un local d'habitation ou qu'on achète une habitation avec des pertes énergétiques extrêmement importantes. On ne doit pas vivre dans des conditions indécentes. Et effectivement, le fait de ne pas avoir froid constamment dans son logement fait partie d'une sorte de décence. Là-dessus, effectivement, c'est un point positif du DPE. On va permettre de sortir du marché locatif des logements qui ne sont pas décents. La deuxième chose, on va inciter les propriétaires privés à mettre en place des rénovations. Et l'État accompagne quand même ses propriétaires avec la prime rénov' notamment, mais également d'autres primes qui existent et qui ont pour vocation d'aider les propriétaires privés. Est-ce que c'est suffisant? Là, c'est une autre question. Troisième avantage, ça va mettre sur le marché de la transaction immobilière davantage de biens, et notamment des biens avec un bilan énergétique extrêmement néfaste et donc un prix qui sera nécessairement revu à la baisse. Donc ça veut dire qu'il y aura des opportunités, à charge bien entendu pour les nouveaux acquéreurs, de mettre en place dans leur projet immobilier, d'insérer le coût des rénovations qui pourraient avoir lieu. Les points négatifs, et à mon sens, les points négatifs sont quand même assez importants, il faut vraiment le rappeler. Tout d'abord, on a un marché locatif qui était extrêmement tendu. Et en sortant des logements de catégorie F et G, on va accentuer une nouvelle fois cette tension sur le marché locatif. Ça, à mon sens, ce n'est pas un objectif qui est souhaitable. La deuxième chose, on va finalement pénaliser davantage les petits propriétaires. Eh oui, c'est pas Nexity ici qui s'inquiète effectivement de la mesure qui a été mise en place. C'est le petit propriétaire, c'est celui qui a essayé de faire une défiscalisation dans un logement à faible coût et qui n'a jamais eu véritablement les moyens de l'entretenir, de mettre en place les différentes rénovations. Et celui-ci
n'avait pas les moyens avant, il ne les aura pas plus tard. Donc, il sera véritablement pénalisé. Pénalisé à double titre parce qu'à la fois, il ne pourra plus augmenter son loyer depuis le 25 août 2022. Il ne pourra plus, depuis le 1er janvier 2023, eh bien, les mettre en location. En tout cas, si son logement est extrêmement énergivore. Et puis ensuite, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, 2025 pour les catégories G et 2028 pour les catégories F. Donc, à terme, il va falloir prévoir cela. Et puis, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait des locataires qui, bien qu'ayant loué des logements indécents, puisque à forte consommation énergétique, n'ont pas d'autre alternative? Qu'est-ce qu'on fait? On les met dans la rue ou effectivement on les met dans ces logements énergivores, mais qui leur permettent au moins d'être à l'abri du froid, de l'humidité, bien qu'il y ait effectivement un bilan carbone qui soit extrêmement négatif. Et là, ici, on n'a pas de solution alternative. Enfin, autre point négatif, oui, certes, il y a des mécanismes d'aide publique qui sont mis en place, mais encore une fois, eh bien, c'est qui paye? C'est les impôts, c'est donc nous. Donc, est-ce qu'on a encore vocation à dépenser davantage eh bien, d'aide publique? Ça devient aussi important quand même, ça représente une somme importante. Et puis, encore une fois, ces aides, elles sont quand même conditionnées aussi à des niveaux de revenus et à la nature des travaux. Donc, il n'y a jamais une prise en charge totale des travaux qui pourraient être engagés. Or, rappelons-le, on a quand même une population française qui s'appauvrit de plus en plus et qui, à mon sens, n'aura pas davantage les possibilités et les moyens de pouvoir se permettre de s'offrir des travaux leur permettant d'améliorer le bilan carbone de leur logement. Et donc, ici, on voit qu'on pénalise encore les plus fragiles et les plus faibles. Et là, on peut faire un parallèle un petit peu avec la crise sanitaire, c'est-à-dire qu'en fait, on applique des mesures générales et indistinguées, alors qu'en réalité, on devrait toujours faire du sur-mesure. On ne peut pas traiter les petits propriétaires avec de faibles moyens dans les mêmes conditions que de grands propriétaires terriens ou de grandes agences de transactions immobilières, de grands promoteurs immobiliers. C'est pas possible de faire exactement la même chose. Et pourtant, ici, on a un régime juridique qui est totalement uniformisé. Donc, vous voyez ici qu'il y a, à mon sens, une destruction du droit de propriété parce que les propriétaires vont se retrouver avec un bien qui ne vaudra quasiment plus rien à la vente. Donc ça, c'est finalement un préjudice dont ils ne seront jamais indemnisés. Ils vont se retrouver avec une impossibilité de louer leur logement et donc par conséquent de tirer des revenus locatifs de leurs achats immobiliers. Donc ça va encore être véritablement pénalisant. Et le droit de propriété, qu'est-ce que c'est si ce n'est l'usus, le fructus et l'abusus? C'est-à-dire la possibilité de vendre votre bien, la possibilité de le louer, la possibilité de l'utiliser. Là, on voit bien ici qu'on a une destruction manifeste du droit de propriété et donc des libertés fondamentales. Or, le droit de propriété, selon l'article 17 de la DDHC, fait partie des droits fondamentaux, des droits imprescriptibles et inaliénables. Et par conséquent, on voit encore une fois qu'ici, on a une destruction d'une liberté publique qui, à mon sens, ne reviendra jamais à sa situation antérieure. Donc, on a porté atteinte au droit de propriété dans le plus grand des calmes, au plein milieu de l'été 2021, au moment où on parlait davantage du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale. Et par conséquent, aujourd'hui, cette mesure, il s'agit d'une véritable mesure d'ingénierie sociale. L'État saura quels sont les logements énergivores, il saura quelles sont les locations et les transactions sur ces logements énergivores. Donc, il y a une mesure de contrôle et d'information qui remonte à l'État. Et enfin, il pourra décider si votre bien demain vaut quelque chose ou non. Donc là, si ce n'est pas effectivement un outil d'ingénierie sociale et une sorte de mesure écologique et punitive, je ne sais pas ce que c'est. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, le DPE, dans ces conditions, tel qu'il est arrêté dans la loi du 22 août 2021, constitue une sorte de passe énergétique en raison des restrictions, voire de la suppression totale du droit de propriété, à la fois des propriétaires, mais également des locataires? Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Posez vos questions en commentaire, on tente d'y répondre. Pierrick, je suis tout oui pour les questions qui pourraient être posées. Alors, en tout cas, merci parce que j'ai appris pas mal de choses également. C'est toujours très intéressant parce que là, moi, du coup, je t'écoute également avec l'oreille du citoyen. Donc, on apprend également toujours des choses, comme je te l'explique. Alors, c'est toujours délicat pour ma part parce que j'écoute, entre guillemets, d'une oreille pendant qu'avec les yeux, je suis en train de regarder tous les commentaires pour les noter. Donc, on ouvre des petits passages, mais on comprend quand même pas mal de choses. Donc, c'est intéressant parce que tu nous as fait un point d'étape sur vraiment, on va dire, les intérêts parce que encore une fois, je le dis, dans tout ce qui est mis en place, pas parce qu'on est contre peu importe le gouvernement, tout n'est pas toujours tout acheté dans les mesures parce qu'il
Il ne faut pas se dire que de A à Z, tout est acheté parce que il y a des choses, parfois, des lois qui vont passer qui sont intéressantes. Je me permets, par exemple, de faire un petit exemple. Les détecteurs, moi, qui bossent dans la prévention incendie, les détecteurs de fumée obligatoires dans les logements, c'est la loi Macron. Quand il était ministre quand il n'est pas encore président. Ministre de l'économie, ouais. Mais il n'empêche que ça faisait partie d'un de ces projets de loi. Ça fait partie des petites choses qui sont intéressantes, qui sont certainement amenées, mais qui n'en avaient pas spécialement vocation à faire quoi que ce soit. Mais ça fait partie de ces choses-là, des fois, où on peut trouver intéressant. Mais là, en effet, il y a quand même beaucoup d'inconvénients. Et là, je reviens donc à 20h16 sur une question. Donc, j'ai commencé, moi, je notais notamment 20h16, une question de Nathalie. J'y suis dessus. Voilà. Alors, est-ce qu'à terme, je vais même regarder, changer juste 2-3 petites choses vite fait pour qu'on voit mieux les questions. Je me mets comme ça, voilà. Ah oui, c'est mieux. Voilà. Donc, est-ce qu'à terme, cela menace la propriété privée de manière détournée? Une question de Nathalie à 20h16. Alors, ça menace la propriété privée, notamment des petits propriétaires qui ont des logements énergivores et qui n'ont pas les moyens financiers de réaliser les travaux nécessaires pour améliorer les performances énergétiques de leur logement. Donc, c'est évident que pour eux, c'est même pas de manière détournée, c'est frontal, c'est brutal, et ça se met en place depuis le 1er janvier 2023, et ça va aller crescendo jusqu'à la catégorie E. Donc, posez-vous la question si les logements que vous mettez en location sont de catégorie E, parce que dans moins de 10 ans, vous allez être concerné par ces mesures. Voilà. Alors, ensuite, je remonte j'avais à 20h18 une question je vais y arriver, de Samuel, là, voilà. Samuel de Marc qui nous pose la question, étant locataire après 10 années d'occupation du logement, peut-on demander un nouveau DPE à son propriétaire? C'est une question que je me posais en préparant un petit peu l'émission. Je n'ai pas trouvé la réponse dans les éléments juridiques dans lesquels j'ai fait mes recherches. Je n'aurai pas de réponse actuellement, mais ça serait intéressant, effectivement, de demander, de provoquer un DPE. Parce que, effectivement, si le logement est de catégorie F ou G, ça veut dire qu'il n'y a plus d'augmentation des loyers. Et là, on voit tout de suite l'intérêt du locataire. Donc, je ne sais pas si on peut l'exiger, mais en tout cas, ça peut être intéressant de le demander. Ok, alors je descends, 20h26 à Alex, merci, qui avait vu mes commentaires. Je lui demandais j'ai posé plusieurs questions à la suite, il a tout mis dans un seul commentaire, j'y arrive dessus. Alex, on va vous répondre. Mon propriétaire n'a pas fait ce diagnostic, puis-je l'exiger? Directement, tu viens d'y répondre, mais si pas bon, je serai expulsé car interdit de louer, point d'interrogation. C'est dans la continuité de la question précédente. Ouais. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est à partir de quand la location a pris effet. Parce que, encore une fois, le droit des contrats, c'est la survie de la loi ancienne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appliquez la loi à laquelle le contrat a été conclu. Et là, il a précisé, pour son cas, le 1er décembre 2018. Oui, donc 1er décembre 2018. Donc, 1er décembre 2018, on n'était pas concerné par la loi du 22 août 2021. Donc aujourd'hui, le propriétaire n'a pas l'obligation de réaliser un DPE, en tout cas pour cette location. Même remarque tout à l'heure, est-ce que, même si on ne peut pas l'exiger, on peut quand même le demander? C'est intéressant de chercher un petit peu. Et si le logement n'est pas bon, est-ce qu'il sera expulsé? En réalité, le propriétaire va se retrouver dans l'interdiction de louer ce bien. Donc, est-ce qu'on va le contraindre à mettre fin à ce bail, à cette location? Là, c'est encore un des aléas qu'on ne connaît pas encore sur l'application de cette mesure. Comme je le rappelle, c'est surtout depuis le 1er janvier 2023 que les logements les plus énergivores sont interdits à la location. Mais on ne dit rien sur les locations antérieures pour ces logements énergivores. Ok. Donc, de fait, encore une fois, je suppose, si j'ai bien suivi tes réponses à ces deux questions, parce que là, en fait, cette troisième question de Samuel Demar, 20h28, est en fait, encore une fois, dans la continuité. Un bailleur peut-il augmenter son loyer sans avoir fait un nouveau DPE? Si j'ai bien compris, dis-moi si j'ai bien compris, j'ai envie de dire aujourd'hui, on ne sait pas. Il y a un doute. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est survie de la loi ancienne. Donc, s'il n'est pas concerné, s'il n'a pas fait sa location après le 25 août 2022, si le bail est antérieur au 25 août 2022, c'est les dispositions antérieures. Donc, c'est-à-dire, on peut augmenter le loyer parce que c'est l'ancien DPE qui s'applique. Et si par contre c'est postérieur au 25 août 2022, là dans ce cas-là, on applique le DPE tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et effectivement, en fonction de la catégorie F ou G,
on peut rappeler au bailleur qu'il n'est pas possible de faire une augmentation de loyer. D'accord. Encore une fois, hein, si j'ai bien compris, en fait, dans les grands principes du droit, j'ai l'impression que ça ouvre surtout il y a quelque chose qui va certainement s'ouvrir dans les mois, dans les années qui viennent, ça va être notamment les jurisprudences. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on est sur des litiges locatifs, hein, donc en fait, il faut à la fois, on peut saisir le préfet pour qu'il puisse enjoindre au bailleur de prendre un certain nombre de mesures lorsque le logement ne serait pas décent. Et puis, vous avez les juridictions de proximité, hein, donc le juge du contentieux de la protection, hein, que vous pouvez saisir avec une possibilité d'avoir également une tentative de résolution amiable. Alors, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, hein, c'est commission de résolution amiable des litiges locatifs. Je crois que c'est un nom un peu comme ça, où ici, vous allez saisir une commission et éviter de vous retrouver devant un juge. Voilà. Alors, également, donc là, je te mis une question de Paul Trismuth. Notamment à 20h30, est-ce envisageable de cesser massivement et stratégiquement de régler toutes ces factures atteignant des dizaines de milliers d'euros visant à étouffer artisans et indépendants? Donc là, moi, si je comprends bien, on est un petit peu sur ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est-à-dire sur notamment le coût de l'énergie. Mais que peut-on faire en cas de coût de l'énergie? Alors, cesser massivement et stratégiquement de régler toutes les factures, vous le savez, ça ne marchera pas. Ça, c'est évident. On est dans une société individualiste. Chacun pensera à ses propres intérêts. Et donc, à partir de ce moment-là, à mon sens, hein, tant que les gens ont encore quelque chose à perdre, jamais il n'y aura de cessation massive et coordonnée de règlement des factures d'énergie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'individuellement, il est quand même possible de faire des choses. On l'a évoqué la semaine dernière, il y a un certain nombre d'outils juridiques qui peuvent être actionnés et qui sont des outils du droit des contrats parce que, rappelons-le, il s'agit d'un contrat privé entre un fournisseur d'énergie et un particulier ou un professionnel. Et à partir de ce moment-là, le droit des contrats s'applique. Et le droit des contrats nous dit quoi? Il nous dit si à un moment donné, il y a effectivement une augmentation significative du coût de l'exécution de l'obligation, c'est-à-dire du coût de l'énergie, eh bien, vous avez un certain nombre d'outils qui vous permettent d'avoir une révision du prix pour revenir à quelque chose de plus raisonnable. Donc ça, on l'avait évoqué lors de la dernière émission avec Pierrick. Moi, je vous invite à aller voir cette émission dans laquelle eh bien, on met en avant ces différentes solutions. J'espère que M. Paul Trismuth, cela vous répondra à vos questions. D'une manière globale, depuis qu'on fait l'émission, enfin, j'ai compris une chose, c'est pas, attention, c'est pas spécialement pour aller voir, qui dirait, Maître David Guyon, mais je me rends compte qu'avec vu la vitesse à laquelle ça évolue, on a tout intérêt, les citoyens, soit on se mettre en association ou autre, et consulter pour un ensemble de sujets, soit à titre individuel, soit à l'échelle collective, des fois soit des juristes, soit des avocats sur un ensemble d'aspects pour voir toutes les solutions. Parce qu'on se rend compte, je pense, et c'est ce que tu disais la semaine dernière, qu'il y a peut-être certainement des requêtes, des recours que l'on manque, enfin qu'on ne fait pas, qui nous permettraient de nous opposer à certaines choses pour pas, entre guillemets, se laisser faire, même si c'est pas miraculeux, on est bien d'accord. De toute façon, à partir du moment où on a 20 000 euros de coût de l'énergie, de facture d'énergie chaque mois, le recours, c'est une question de survie. S'il n'y a pas de recours, il faut mettre la clé sous la porte, c'est terminé. Donc l'action en justice, son coût, c'est la survie de l'entreprise. Donc à partir de ce moment-là, moi je ne comprends pas que beaucoup d'artisans et de commerçants n'aient jamais envisagé cette solution. C'est pas normal, il faut l'envisager, c'est une question de survie. Donc à mon sens, aujourd'hui, il est certain que si des commerçants, des artisans s'étaient emparés de ce sujet, on aurait peut-être de la jurisprudence et on aurait peut-être cet engouement qui a existé pendant la crise sanitaire, durant lesquels de nombreux restaurateurs ont assigné leurs assureurs pour notamment défaut de prise en charge de perte d'exploitation. Donc, c'est pareil. Ici, il faut se réveiller. Il faut qu'à mon sens, les fournisseurs d'énergie aient le sentiment qu'à tout moment, ils peuvent se retrouver assignés en justice en raison de l'augmentation brutale et importante de leur facture d'énergie. Petite question, donc là j'ai repris un petit peu plus le fil, 20h38, est-ce que les propriétaires qui habitent leur habitation sont concernés par les travaux de DPE? Ça dépend si ces propriétaires sont à la fois locataires. Je m'explique. Vous êtes associé d'une SCI, qui est votre SCI. Cette SCI vous loue à vous personnellement le local. Dans ce cas-là, il faut faire un contrat d'habitation entre votre SCI et vous-même. Si vous faites un bail amphithéotique, là, vous allez pouvoir déroger à la loi de 89, mais bon, ça, c'est autre chose, c'est plus technique. Mais quoi qu'il en soit, la question à se poser à chaque fois, c'est en fonction de votre situation personnelle. Si vous êtes propriétaire à
à titre personnel et à la fois propriétaire vivant dans votre local, vous n'êtes pas concerné par ces mesures. Vous serez concerné si un jour vous le vendez ou si un jour vous le mettez en location. Une autre question, 20h38, les logements, en fait, c'est marrant parce qu'au moment où je prépare la question suivante, tu as presque déjà plus ou moins répondu lors de la réponse précédente. Donc, les logements achetés sous une société civile immobilière sont-ils protégés? Pas du tout. En fait, le DPE s'applique à tous les bâtiments clos et fermés qui sont mis à disposition, notamment de location. Et vous avez une exception pour les logements, enfin pour les bâtiments à titre d'usage commercial, industriel. Enfin voilà, les usines, il n'y a pas de DPE. Voilà, ça il faut retenir. Mais pour tous les bâtiments clos et couverts, vous avez un DPE qui s'applique. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que votre SCI propriétaire de ce bien a mis en location le bien? Si c'est le cas après le 25 août 2022, dans ce cas-là, vous êtes concerné par le DPE. Si c'était avant, on applique la loi d'avant. Le DPE était un outil informatif, d'information, et donc il reste ainsi un outil d'information. Par contre, au moment du renouvellement du bail ou au moment de la nouvelle conclusion du bail, il faudra se poser la question du DPE. On avait alors, donc davislib.com, tous les 3 ans, chaque renouvellement des baux. Donc, c'était une question à 20h39, donc il y a 8 minutes. Je suppose que ça devait être question en lien avec ce que tu disais il y a à peu près 8 minutes. Rappelle-moi si tu as parlé d'un élément qui parlait de tous les 3 ans. Là, je disais que je n'avais pas la réponse à ce stade, ça mériterait de rechercher davantage si le renouvellement implicite du bail d'habitation pouvait entraîner la réalisation d'un DPE. C'est la question qu'on se posait. Je n'ai pas trouvé la réponse tout à l'heure. C'est pas impossible. À mon sens, ça ne semble pas être envisagé. Donc ça veut dire que c'est vraiment un nouveau bail, une nouvelle location ou une vente où le DPE s'appliquerait. Mais attention, je parle sous réserve parce que je n'ai pas encore approfondi cette question-là en amont de l'émission. Ok. Alors, une autre question, notamment à 20h39. Donc, je vous rappelle, alors, je vois certains, je me permets, inutile de me remettre votre question, on va dire plusieurs fois, j'y viens, je les reprends en fait dans le fil d'horaire. Donc là, j'en suis à 20h39, donc toutes celles qui ont été posées après 20h39, je ne suis pas encore arrivé dessus, on va y arriver dessus sur vos questions. Qui le remettent à plusieurs fois. Est-ce que se passe-t-il dit pour les locations, ou qu'est-ce qu'il se dit, je le comprends comme ça, pour les locations temporaires de vacances et le Airbnb? A priori, ils ne sont pas concernés. Ok. Donc, je reviens toujours à la théière. C'est bon, j'ai bien vu la question, on l'a affichée tout à l'heure. Elle a dû la remettre 4 ou 5 fois. C'est pas grave, ça fait du référencement, c'est bien, merci. À 20h41, également Dan qui nous demande est-ce que ça ne va pas inciter les propriétaires à vendre le plus vite possible? Indirectement, tu l'as évoqué. Concrètement, si vous avez un bien énergivore, catégorie F ou G, il faut vendre. Ça, c'est évident. Les locataires, ça n'a pas forcément d'incidence pour eux, puisque vous ne pouvez pas mettre dehors un locataire uniquement parce que vous vendez. Le congé pour vente, ça doit rentrer vraiment dans un cadre très précis. Donc, attention là-dessus. C'est effectivement un coup dur pour les locataires parce que certains vont devoir quitter le logement. Hein, mais pour la plupart, si vous n'êtes pas au moment de la réalisation, parce que le congé pour vente, c'est uniquement au moment du renouvellement du bail. Donc, il y a un délai à respecter. Vous devez envoyer votre recommandé 6 mois avant le renouvellement implicite de votre bail. Si vous ratez ce coche, après, vous êtes reparti pour 3 ans. Ou 1 an si vous êtes en location meublée. Mais effectivement, ça va être dangereux pour les locataires. Certains vont, à mon sens, être mis dehors parce qu'ils n'auront pas les moyens d'acheter le bien qui sera mis ainsi à la vente. Et pour les propriétaires, rappelons-le aujourd'hui, hein, on est au premier semestre 2023. Il y a une petite bulle spéculative de l'immobilier qui va éclater en raison de l'augmentation du taux d'usure et des taux d'intérêt. On est quasiment à 3% dorénavant pour acheter un bien immobilier. Alors, on a connu des taux beaucoup plus importants. Mais 3% par rapport à ce qui existait il y a encore 1 an et demi, voire 2 ans, où on était à 0%, 0 quelque chose, où on empruntait quasiment de l'argent gratuitement, bien entendu, ça va poser problème. Donc aujourd'hui, les propriétaires doivent vendre à la fois rapidement, mais à la fois on rentre dans un cycle de récession et de difficultés pour acquérir de nouveaux biens. Donc il est évident qu'ils vont être perdants. Ok. Alors, donc d'une manière globale. Alors, quelle solution, je rebondis, quelle solution si, imaginons, on est un propriétaire privé qui a subi
une dévaluation extrêmement importante du bien immobilier en raison de l'application de cette loi, rappelez-vous, vous êtes en droit d'activer la responsabilité de l'État sans faute pour l'exécution d'une loi légale. C'est tout à fait possible. Vous avez de la jurisprudence là-dessus. La condition, c'est de démontrer que votre préjudice est spécial, il vous concerne vous, ou en tout cas une catégorie de propriétaires, et il est anormal. Donc ça veut dire que la diminution de la valeur de votre bien doit bien entendu être vraiment significative. Si c'est une petite diminution, ça ne sert à rien de partir sur ce recours. Ok. Alors, Rainier the Fox à 20h41. Est-ce la fin de la taxe sur les logements vacants s'ils sont classés F ou G? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à cette question, malheureusement, mais je pense que l'État, à mon avis, serait capable de taxer les logements vacants, quand même ces logements seraient considérés comme indécents. Voilà, je pense que c'est, à mon avis, si on fait une petite recherche, c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, à 20h43, Julie P qui nous pose la question, est-ce que les critères de classification du DPE de A à F sont stables dans le temps? On n'en sait rien. Aujourd'hui, c'est l'arrêté du 8 octobre 2021 qui les fixe. Il n'y a rien qui empêche le gouvernement de les rendre encore plus restrictifs à l'avenir. C'est d'ailleurs ça qui est inquiétant, parce qu'en fait, les critères sont assez subjectifs. Les formules de calcul, encore une fois, il faudrait connaître des spécialistes, mais je ne sais pas trop d'où elles sortent et est-ce qu'elles correspondent vraiment à la réalité. Donc, aujourd'hui, on a cet arrêté du 8 octobre. Demain, ça pourrait tout à fait être un nouvel arrêté. Et les propriétaires n'ont aucun droit à demander le maintien d'une législation. Salsa Dani qui nous pose une question également à 20h43. Si on récupère un appartement entre deux locataires, peut-on augmenter le loyer avec le même DPE? Alors, si je l'ai bien compris, dis-moi si tu la comprends pareil. La question, David, c'est je suis propriétaire, j'ai loué, le locataire part, je récupère l'appartement, je veux le relouer. Est-ce que là, actuellement, pour le relouer, est-ce que j'ai besoin de refaire un DPE ou est-ce que je peux utiliser le DPE du locataire que j'avais mis en place pour pouvoir le louer précédemment? A priori, il faut bien refaire un nouveau DPE parce que c'est une nouvelle location et que c'est un document qui est obligatoire. Et surtout, ce document, il doit être fait par un diagnostiqueur qui doit ensuite envoyer ce DPE à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que ce DPE devienne valide. Donc, on est vraiment, pour moi, il faut le faire à chaque fois que vous avez une nouvelle location ou une vente. Ok. Donc, on avait une question de Kera et pour les locations saisonnières, mais tu as répondu à la question parce qu'elle a posé la question à 20h43. Je dis a priori parce que ça peut évoluer. Vous savez, moi, à mon sens, ce DPE, il a vocation à s'étendre à tout type de location. Et je dis a priori parce que je n'ai pas encore été suffisamment dans le détail de ce dispositif et qu'il est possible qu'en creusant encore davantage, on découvre d'autres choses. Donc, vraiment, je mets des réserves, mais voilà, à première vue, ce n'est pas concerné. Si le logement que j'occupe un temps, un bâtiment. Alors, bon, on va traduire. Si, en gros, je suis dans un bâtiment que j'occupe depuis un certain temps. Le bâtiment, il a subi une rénovation thermique en 2021. Est-ce que je peux demander un nouveau DPE? Le DPE, encore une fois, il est exigible au moment d'une nouvelle location. Ok. Donc, a priori, pas de nouveau DPE. En tout cas, on ne peut pas l'exiger. On peut le demander, mais on ne peut pas l'exiger. Même si je loue un appartement dans un immeuble qui a potentiellement été rénové depuis le moment où j'ai contracté mon bail. Survie de la loi ancienne. Ok. Au moment où j'ai conclu mon bail, le DPE n'était pas obligatoire et ne faisait pas partie des documents opposables. Bon, alors dans ce cas-là, on ne peut pas exiger un DPE. Par contre, à partir du moment où il va y avoir un nouveau contrat de bail, là, effectivement, on peut exiger un DPE. Reste cet aléa de savoir si le moment du renouvellement implicite, on doit établir un DPE. Le décret et la loi ne semblent pas répondre à cette question-là. Ça va, à mon sens, être des ajouts jurisprudentiels qui vont venir préciser cela. Okay, alors, j'en suis à 20h48, je continue. Jeanne-Marie, alors on ne l'a pas mis. Quel est le contenu de cette loi exactement? Je pense qu'on peut peut-être leur mettre le lien. Tu peux me mettre dans le chat la loi exacte. C'est vrai, on ne l'aura pas spécialement affiché. Je vais vous la mettre en commentaire, qui va arriver en commentaire sur les deux chaînes YouTube, les deux pages Facebook. Vous trouverez un article public sur mon site dans les prochains jours, donc vous pourrez retrouver toutes les références jurisprudentielles, législatives, bien entendu. Ça, c'est la loi. À chaque fois que l'on fait une émission, il y a toujours un article juridique sur le site www.guyon-avocat.fr avec tous les éléments. Je suis un petit peu à la bourre sur les publications, je m'en excuse.
et on a une activité très chargée en ce moment, ce qui est d'ailleurs bien, on ne va pas s'en plaindre. Mais c'est vrai que les articles juridiques, finalement, sont assez secondaires. Mais je vais m'y tenir. J'ai prévu d'en ajouter 2 ou 3 dans les prochains jours. Donc, ce sera avec un grand plaisir. Je viens de vous mettre en commentaire donc le lien Légifrance, hein, celui qui commence par www.legifrance.gouv.fr avec. Vous avez la loi. Je vais vous mettre aussi l'arrêté. L'arrêté d'octobre 2021. Hop, je vais revenir sur les commentaires. Alors attendez, je vous mets juste en commentaire l'arrêté dès qu'il m'a mis le lien. Je suis à vous dans 2 secondes pour regarder les dernières questions. C'est bien, il y a beaucoup de monde qui avait l'air d'être intéressé par cette situation, donc c'est très positif. Si vous avez trouvé que ces informations étaient utiles, moi je vous invite bien entendu à partager, à commenter, à vous abonner aussi, parce que on va bientôt atteindre les 30 000 abonnés. On y est presque, ça ralentit quand même un petit peu en ce moment, donc voilà, il faut vraiment nous aider à atteindre ces 30 000 abonnés. C'est une des rares chaînes de vulgarisation juridique, et à mon sens, eh bien, c'est grâce à vous que cette chaîne vit, c'est grâce à vous qu'on réussit à faire ces émissions chaque semaine. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel parce que les citoyens ne peuvent pas être de vrais citoyens s'ils ne connaissent pas leurs droits. Ne pas connaître ses droits, ça coûte très cher. Très cher au quotidien parce que concrètement, vous vous faites constamment piétiner. Donc, à mon sens, il est vraiment important que ces émissions et cette chaîne puissent se développer parce que, en fait, on peut poser toutes ces questions juridiques et ça permet de profiter au plus grand nombre, ce qui est vraiment souhaitable. Je reprends là où j'en étais au niveau des commentaires. Qui va contrôler les logements en location au niveau du DPE? Alors, qui va contrôler les logements en location? C'est, comme je l'ai expliqué, c'est l'agence de l'État. Je retrouve le nom. Hop, on l'a dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus. En d'autres termes, moi je le comprends un petit peu sur. C'est la DREM en fait. Si moi, par exemple, je loue, je connais, je suis propriétaire d'un logement, je ne veux pas m'embêter, je veux le louer à un ami. Voilà, on s'arrange comme ça, on se fait un petit bail comme ça entre potes. Pardon ? Impossible. On ne peut pas, impossible. C'est un document qui est obligatoire. Sans ça, le contrat de bail ne vaut pas. Ce document doit être remis. Donc, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui, à mon sens, va contrôler les locations au niveau des DPE. Puisque un DPE n'est pas valide si l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ne valide pas le DPE. Le DPE ne sera pas valide et donc un des documents obligatoires du contrat de bail d'habitation ne sera pas présent, ce qui rendra le bail inefficace. Mais le bail, comme c'est, on va dire, entre moi et le propriétaire et le locataire, c'est-à-dire que moi, le bail, si je m'arrange, entre guillemets, avec une... Attention, je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut frauder. Ah, bien sûr. En fait, quelqu'un qui va potentiellement frauder, qui par exemple, voilà, allez, on s'arrange comme ça, on se signe un bail, mais on l'envoie à personne, ouais, je t'ai pas fait le DPE, etc. Personne ne va venir contrôler potentiellement. Alors, ça dépend. Ça dépend. Donc, le bail sera valide. D'accord. Donc, on rassure un peu les locataires. Le bail va être valide. En revanche, le propriétaire sera un délinquant. Okay. C'est une contravention, 3 000 € de contravention pour les personnes physiques, 15 000 € pour les personnes morales. Qui peut contrôler ? Ça peut être une dénonciation à un privé. Le préfet peut être saisi par un particulier, une association, pour dire à tel endroit, il n'y a pas de DPE. Ça, c'est tout à fait possible. Le préfet peut spontanément, bien entendu, se saisir cette question. On sait, par exemple, sur Montpellier, nous, on a l'encadrement des loyers. On fera une émission là-dessus, d'ailleurs. On sait que le préfet peut être à l'initiative et s'autosaisir dans le cadre de l'encadrement des loyers. Donc là, c'est tout à fait la même chose, en fait. Donc, on peut être dénoncé par un particulier, une association, et le préfet peut agir et demander à ce qu'on lui communique le DPE. L'absence de DPE est une infraction, rappelons-le. Alors, oula, ça fait un gros... Excusez-moi, du coup, ça cache l'écran. Jupiter, étonnant. Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont mélangées là-dedans. Étonnant, toutes ces contraintes supplémentaires, par contre, sauf erreur de ma part, un DPE comprend un diagnostic amiante. Mais là, qu'est-ce qui se passe suite à ce document lorsqu'il est référencé ce type de risque? Jusque-là, quasiment rien n'est prévu pour prévenir les usagers d'éventuelles expositions. C'est pourtant bien, je suppose, la vocation de ce diagnostic. Alors, dis-moi si je me trompe, mais là, je crois qu'on fait bien le distinguo entre le DPE, diagnostic énergétique, performance énergétique, qui sont deux documents totalement différents. Oui, complètement.
Complètement. Non, 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 là pour l'instant, on ne parle que du DPE. Hein, donc là, pour moi, on est uniquement sur la question de la consommation énergétique de votre logement. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une réponse à ça? 20h56. En cas de location à titre gratuit, est-ce que le DPE est également obligatoire? Alors, il faut se demander si en fait c'est une location qui rentre sous le cadre de la loi de 89. Si c'est le cas, que ce soit à titre gratuit, tant pis pour vous, mais vous devez quand même respecter l'instauration du DPE qui est un document obligatoire. Donc après, si vous faites une location gratuite, il faut essayer de trouver un autre moyen que le bail d'habitation. Il existe des moyens. Une question un petit peu plus philosophique, mais tu as évoqué le sujet tout à l'heure dans ta présentation de Nathalie Roquès à 20h57. Le droit à la propriété est-il un droit inaliénable? Alors, il est inaliénable parce qu'en fait, il ne se perd pas par le non-usage. C'est ça. Sous réserve de l'usucapion, qui est un principe de prescription acquisitive dans lequel une personne qui va se comporter comme un propriétaire de manière de bonne foi, à l'usage de tous, pendant plus de 30 ans, va acquérir un bien. Donc, ce n'est pas le non-usage, c'est bien une acquisition. Que se passe-t-il lors de la succession, de la transmission des appartements? Si c'est le même bail, survit la loi ancienne. S'il y a un changement de propriétaire et que c'est un nouveau bail, dans ce cas-là, le document doit être présent. Mais de toute manière, si j'avais des propriétaires qui me saisissaient sur cette question-là, je les inviterais sans attendre qu'on leur enjoigne d'établir ce DPE, de l'établir. Ne serait-ce déjà pour eux, pour savoir concrètement à quelle sauce ils vont être mangés, s'ils doivent entreprendre des rénovations ou pas, ou s'ils doivent vendre. Donc, si j'avais des propriétaires, n'attendez pas d'être concernés par le DPE, faites-le établir, vous aurez une visibilité et vous savez très bien que pour vivre serein, il faut anticiper. Donc, quoi de mieux que de savoir exactement si votre logement, vous pouvez le garder, faire des travaux ou le vendre. Autre question de Samuel Demar à 20h58. Si un locataire fait la demande d'un DPE actualisé, peut-il se voir facturer les frais? Alors, non, les frais sont exclusivement à la charge du propriétaire. Là-dessus, la loi est assez claire. D'accord. Donc, c'est à la charge du propriétaire. Mais attention, rappelons ce que tu as répondu déjà tout à l'heure. Le locataire qui fait la demande d'un nouveau DPU, enfin, le propriétaire n'est pas obligé de faire un nouveau DPE. On est bien d'accord? Alors, redis-moi, je n'ai pas bien entendu. Parce que là, on est bien, si un locataire fait la demande d'un DPE actualisé, peut-il se voir facturer les frais? Moi, je le comprends, c'est moi, je suis locataire, je veux te louer un appartement, je te demande éventuellement de faire un nouveau DPE. Est-ce que tu peux du coup me dire, ok, je veux bien t'en refaire un, mais c'est toi qui vas, le locataire, payer à la charge du propriétaire. Mais là-dessus, la loi est claire. La loi est claire. D'accord, mais on est bien d'accord que c'est à la condition que si tu acceptes déjà de faire un DPE. Ah oui, parce que là, sur la loi ancienne, là, je dis, on peut le demander, mais pas l'exiger. De ce que j'en ai vu. Hein. Après, encore une fois, il faudrait peut-être creuser la question et ça mériterait une vraie consultation juridique. Là, j'ai vraiment creusé le texte, mais forcément, il y a peut-être des éléments qui m'ont échappé. Donc, c'est à la charge du propriétaire, c'est pas à la charge du locataire. Toujours est-il que le propriétaire n'a pas obligation de répondre à la demande, à la position. Non. Tant que ça reste un contrat qui est antérieur au 1er juillet 2022. Est-ce que tu as un ordre de prix? Alors, je suppose que ça varie vraiment suivant les diagnostiqueurs. Hein. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le prix est libre. Donc, il n'y a pas de réglementation du prix. Ça va dépendre du diagnostiqueur. Donc, vous aurez forcément tous les prix. L'idée de la concurrence ici, c'est que ça va essayer de... à mon avis, c'est qu'ils vont chercher à être compétitifs et que par conséquent, ce ne sera pas forcément si élevé que ça. Donc, bien entendu, l'intérêt, c'est de faire des devis. Les DPE ne servent pas à réduire ou fixer le montant d'un loyer et n'apportent aucune plus-value au propriétaire. Devons-nous vérifier les méthodes des diagnostics utilisées pour influer le montant? Alors effectivement, ils ne vont pas avoir pour conséquence directe de réduire ou fixer le montant d'un loyer. En revanche, depuis le 25 août 2022, pour les logements les plus énergivores, il n'y a pas eu d'augmentation possible du loyer. Donc, indirectement, si. Concernant la plus-value pour le propriétaire, c'est simplement que c'est une obligation légale et qu'aujourd'hui, il doit respecter cette obligation, sinon il est en infraction et donc il a une amende. Et la troisième chose,
Oui, vous pouvez vérifier les méthodes de diagnostic utilisées. Et comme je le rappelle, c'est l'arrêté du 8 octobre 2021 qui fixe la méthodologie. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à comprendre la méthodologie utilisée? Ça risque d'être un peu plus compliqué. Alors, encore une question de Salsa Dani 57 à 20h59. Suite à une expertise post-dégâts des eaux, un DPE peut-il changer? La question, c'est surtout est-ce qu'on va en refaire un? Et là, encore une fois, on scène une nouvelle loi. Alors oui, en fait, on peut refaire un DPE chaque fois qu'on fait des travaux, parce qu'en réalité, le DPE va être aussi, dans une certaine mesure, influencé par les travaux qui ont été mis en œuvre pour tenter justement de réduire sa consommation d'énergie. Donc le propriétaire aurait tout intérêt à le faire aussi souvent que des travaux sont réalisés. La loi lui dit qu'il faut le faire pour chaque location et pour chaque vente. Elle n'interdit pas de le faire en cours de réalisation de travaux. Et ce rapport est obligatoire pour la vente d'un bien? Je suppose que oui, comme tu l'as déjà eu Oui, dit. oui. Alors, on a toujours le droit à un bail verbal. Question de Martine à 21h. Alors, de souvenir, oui, le bail verbal vaut quand même bail d'habitation. Maintenant, il faut rapporter la preuve. Donc, en principe, le propriétaire doit établir par écrit, c'est une obligation, c'est l'article 3 de la loi de 89, et en mesure de protection des locataires, le bail verbal a été reconnu comme valide à condition, encore une fois, d'en rapporter la preuve. Donc, je ne vous invite pas à conclure des bails verbaux, des beaux verbaux. Je vais afficher la question de Josiane. Alors, on essaie toujours à chaque fois de répondre aux questions, mais là, il faut bien se dire, on n'a pas les réponses à tout. Donc, l'affiche quand même. Combien l'ADEME a-t-elle d'employés pour faire ce contrôle? Alors, Je n'ai pas les sources, il faudrait aller voir l'INSEE. Voilà, là-dessus, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne va pas spécialement pouvoir répondre. Là, rappelez-vous, l'objectif, là, ce soir, notamment des émissions, c'est surtout avoir une réponse juridique et une question par rapport à une loi. Après, sur les moyens que va exploiter l'État, si ce n'est pas, on va dire, inclus dans la loi, malheureusement, nous, on n'a pas spécialement les éléments. Je peux dire quelques chiffres. Je vois quand même qu'il y a un budget de 690 millions d'euros qui lui est alloué pour ces différentes missions. Bon, j'imagine qu'elle a quand même des moyens humains assez importants. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils seront suffisants? J'en sais rien. D'accord. Le droit est-il une... je pense... on arrive pratiquement à la fin des questions. Je continue. Donc, mais ça, tu as déjà répondu. Nathalie Roquès à 21h05. Donc, le DPE est une atteinte au droit de propriété. Le DPE en soi, le diagnostic de performance énergétique, et ça va permettre de résumer un peu ma pensée. En soi, l'outil, ce n'est pas une atteinte directe au droit de propriété. C'est les sanctions qui sont assorties par la loi du 22 août 2021 qui, à mon sens, rendent ce DPE attentatoire au droit de propriété. Mais le DPE en soi, sans toutes ces sanctions aux alentours, ce n'est pas un outil qui est déconnant. C'est bien de savoir un petit peu si son logement, effectivement, est énergivore ou pas. Ça permet de prendre des mesures par rapport à ça. Par contre, c'est effectivement une politique énergétique sanctionnatoire parce que derrière, il y a des impossibilités et des restrictions et des interdictions qui sont mises en place. Alors, opinion publique. J'ai un peu du mal à comprendre la question. Je ne sais pas si ça va te parler, toi, David. Est-ce qu'un locataire peut demander un diagnostic destructeur à son propriétaire? C'est-à-dire, le diag réalise des petits trous pour passer une caméra afin de vérifier les structures pouvant s'effondrer. Alors, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Demander, c'est gratuit. Maintenant, je ne sais pas si effectivement le propriétaire va le faire. Si vous estimez qu'il y a une atteinte à la solidité de la structure dans laquelle vous vivez, il est tout à fait possible de faire ce qu'on appelle un référé expertise. C'est-à-dire que vous allez saisir le juge et vous allez demander à un juge de désigner un expert en matière immobilière pour avoir une mission indépendante et impartiale au terme de laquelle il vous rendra une différente mesure expertale afin de déterminer si le bien, effectivement, est décent ou non et s'il y a une atteinte à sa structure. En revanche, il faut prouver au juge des référés que la mesure est utile et qu'il y a un véritable intérêt à réaliser ce référé. Et bien entendu, c'est le demandeur qui avance les frais. Alors, on arrive pratiquement sur la fin. Est-ce qu'une société ou organisme public qui n'est pas inscrit au registre du commerce comme l'URSSAF a le droit d'ester en justice?
Oui, oui. Enfin, la question, c'est est-ce qu'elle a une personnalité juridique morale? C'est ça, en fait, la vraie question. Maintenant, qu'elle ne soit pas inscrite au registre du commerce ou à l'URSSAF, c'est pas dérangeant. Une association, par exemple, n'est pas inscrite à l'URSSAF et pour autant, elle est tout à fait capable d'ester en justice en fonction de son objet social. Encore une fois, c'est important de rappeler l'objet social. Alors, si le DPE est défavorable, je suppose que la vente d'un bien est impossible. Parce qu'on a Alors, parlé, c'est pas mal des locations qu'on ne pouvait plus louer, notamment pour les FG à partir oui, de certaines années. Dis-moi si je me trompe. alors, il n'y a pas d'interdiction, hein, il n'y a pas d'interdiction de la vente, d'accord, à ce stade. C'est-à-dire que ça peut évoluer. En revanche, il y a donc cet audit énergétique qui doit être mis en place et qui va avoir pour conséquence de baisser drastiquement en fait la valeur de ce bien. Évident. Parce que ça ne vaudra plus rien, parce qu'il faudra absolument réaliser des travaux si on veut pouvoir louer le bien. Donc, à ce stade, pas d'interdiction de vente, mais des interdictions de location qui vont nécessairement influencer sur le montant de la vente. Petite question donc de Martine encore là, 21h11. On arrive sur la fin. Est-ce que pour une location pour stockage non habitable, est-ce que le diagnostic est obligatoire? Alors là, il faut que vous alliez lire l'article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation qui vous fait la liste de tous les bâtiments pour lesquels le DPE n'est pas obligatoire. D'accord? Et dedans, vous avez notamment lorsque le bâtiment est à usage agricole, artisanal, industriel. Donc là, ici, ça semble être le cas pour un stockage de biens non habitables. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la destination de votre bien? La destination, c'est, rappelons-le, ce pourquoi le bien a été réalisé. Donc si vous avez une maison que vous n'y mettez que du stockage, même si vous ne vivez pas dedans, la maison est à destination d'habitation. Donc il faut regarder quelle est la destination de votre bien. Et s'il est à destination d'habitation, ben, il faut demander une modification de la destination. Donc là, on est vraiment sur l'urbanisme. Donc c'est ce qu'on fait tout le temps au cabinet. Donc il ne faut pas hésiter à se renseigner. Écoute, je suis arrivé, je crois, au terme des questions principales de tout ce qu'on a vu. Je C'est pense bien, avoir il y a vraiment. eu un sacré engouement. Hein. Ouais, pas mal d'échanges parce que je crois que tu as fini ta présentation vers 20h45 et là, on vient de passer un peu plus d'une demi-heure, je crois, juste à répondre des questions. Alors, tiens, alors, une question qui vient juste d'apparaître de Alex à 21h13. Si je paye moi-même le DPE et si défavorable, je peux l'envoyer à mon propriétaire, du coup, le loyer sera bloqué? Ouais, c'est très intelligent. Je pense qu'à mon avis, il y aura quelque chose à faire. La loi n'y répond pas, mais la jurisprudence le fera. Donc, c'est-à-dire, je sais qu'en gros, je suis en gros mon propriétaire. Si j'ai compris un peu l'orientation de la question d'Alex, imaginons mon propriétaire n'a pas refait son DPE depuis X années, augmente parce que j'avais un DPE éventuellement intéressant. J'étais par exemple, imaginons en C ou en D, imaginons, par exemple, allez, classons D. Il n'a pas refait ce DPE depuis un certain nombre d'années. J'estime que je suis certainement moins bon et donc du coup, lui, il augmente le loyer. Si moi, je paye moi-même un DPE que je lui remets, j'ai peut-être possibilité de figer le loyer. Alors après, il faut toujours se poser la question. Là, ici, la loi n'y répond pas. Elle dit il faut un DPE à partir du 1er juillet 2022, pardon. Et à partir de ce moment-là, ça va s'appliquer automatiquement pour tous les nouveaux baux postérieurs au 1er juillet 2022. Survie de la loi ancienne, moi j'ai conclu mon contrat de bail avant le 1er juillet 2022, donc je ne suis pas concerné par cette mesure. Mais on est sur des mesures d'ordre public, c'est-à-dire des mesures qui ont un intérêt, qui répondent à un objectif d'intérêt général. Et on pourrait exiger une application immédiate. Mais là, encore une fois, ce n'est pas la loi qui répond à cette question. Donc, il faudrait presque saisir un juge et voir un peu quelles seraient les solutions qui pourraient en sortir. Là, je n'ai pas la réponse comme ça. Il faudrait, à mon sens, approfondir le sujet, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion qui sont très intéressantes. J'arrive un peu tard. Quelle est la durée d'un DPE? 10 ans. D'accord. Régime transitoire avant 2022. On est bien d'accord que, attention, quand on dit 10 ans, c'est le diagnostic est valable 10 ans. On n'atteste pas que le logement est classé C, D ou E pendant 10 ans. Tout à fait, tout à fait. Et comme on l'a indiqué, pour tout propriétaire qui serait amené à réaliser des travaux permettant d'améliorer les performances énergétiques, il y a un intérêt à réaliser un nouveau DPE.
Mm. Il ne faut pas attendre 10 ans. C'est juste que si rien ne bouge, eh bien, c'est valable pendant 10 ans. Ok. Euh... Elles sont toutes, hein. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour et puis on va pouvoir, à chaque fois on se disait à peu près 1 heure d'émission, on en est à 1h15, on va pouvoir, je pense, en rester là pour ce soir. Et puis dans tous les cas, qu'en penses-tu, David? Bah, écoute, de- c'est hyper intéressant, des questions très intelligentes, très pratiques. Enfin, vraiment, on sent qu'il y avait un vrai engouement. Bah, j'ai envie de dire, si vous avez trouvé ces informations intéressantes, je vous invite à partager, à commenter, à vous abonner. On essaiera de tenir compte de cet engouement sur les prochaines émissions, hein. J'ai vu qu'il y avait plein de sujets sur lesquels on pouvait rebondir. Voilà, en tout cas, Justice citoyenne, c'est votre émission. Donc, mettez en commentaire, bien entendu, bah, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Ce sera avec grand plaisir. On ne parle pas uniquement de la crise sanitaire, comme vous l'avez vu, même si forcément, c'est aussi un sujet de cœur parce que ça nous impacte personnellement, toi, Pierrick, et puis moi aussi, parce que j'ai aussi des proches qui sont impliqués dans cette affaire. Donc, automatiquement, on est amené de temps en temps à en parler, mais l'émission Justice citoyenne a une vocation beaucoup plus large. Elle a vraiment vocation d'être une chaîne de vulgarisation juridique et bien sûr de défense des libertés fondamentales, libertés qui n'ont jamais été aussi malmenées depuis ces dernières années. Donc, il est important que les citoyens se réinforment et sachent comment ils peuvent agir et réagir lorsqu'on attente à leur liberté fondamentale. En tout cas, voilà, merci à toutes et tous. Je rejoins totalement ce que dit David. C'était en fait cette émission est née avec 2 à 3 petits lives qu'on s'est fait en fait à échéance de plusieurs jours parce qu'on s'est dit tiens, il faudrait qu'on parle de ça, faut qu'on parle de ça, et puis on s'est dit mais du coup finalement faut qu'on en fasse une émission quotidienne. On va essayer de ratisser large. Pour moi, je trouve toujours ça très intéressant. Ça permet également moi d'apprendre pas mal de choses, également d'échanger avec vous, surtout de se ressaisir un petit peu notre droit puisque c'est une perception purement personnelle. Attention, chacun dans le contexte un petit peu global dans lequel on est. Je croise beaucoup d'autres citoyens, des fois, qui ne savent pas quoi faire ou qui me disent ça sert à rien de faire ceci, ça sert à rien de faire cela. Il n'empêche que moi, j'ai fait le choix de me dire bah, si on en est là, c'est parce qu'aussi la population l'a bien voulu depuis X années. Attention, je ne suis pas en train de faire des accusations. On a, entre guillemets, les gouvernants au pouvoir que l'on mérite, ils sont pas arrivés là par hasard, comme ça, d'un claquement de doigts. Donc, plutôt que maintenant de se résigner, de se dire mon Dieu, etc., eh ben, qu'est-ce que l'on fait tous ensemble? Comment est-ce qu'on se ressaisit du pouvoir? Comment est-ce qu'on se ressaisit du droit pour essayer d'avancer, essayer de ramer, entre guillemets, tous ensemble pour essayer de récupérer certains droits, certaines libertés que l'on a perdues. Il n'empêche que voilà, les choses sont ainsi. On peut parler de ce que l'on veut, de corruption, etc. Il y a aucun souci. Il n'empêche que c'est pas ce qui fait avancer concrètement les choses. Donc, moi, j'ai envie, à ma manière, comme ce soir, là, par exemple, de faire des petites émissions d'information, de faire des lives. L'autre jour, pour ceux qui ont vu, on a fait avec Momochi un live par exemple, sur les Twitter files. Voilà, j'ai essayé vraiment d'aller chercher du factuel, là, du factuel juridique avec un avocat, du factuel avec ceux qui font de la recherche d'informations, de faire des actions locales, de s'engager dans. Il y a plein de choses à faire. Faites ce qui vous semble juste à faire, même si on se doute que c'est très compliqué de faire changer les choses. Mais je préfère faire ça que ne rien faire du tout. Donc, en tout cas, merci à toutes et tous. Pensez encore une fois, ça peut te sembler super important, mais l'intérêt des réseaux sociaux, en fait, c'est finalement une sorte d'infiltration dans le système. Donc, pensez à liker, vous abonner surtout, en fait, aux 2 pages Facebook, David Guyon, avocat, collectif Libertad, les 2 chaînes YouTube, David Guyon et la chaîne YouTube du collectif Libertad, puisque même s'il y a des émissions communes comme ce soir, après, David Guyon et nous, le collectif, on fait également des émissions parfois un petit peu différentes, notamment le reste de la semaine, avec d'autres vidéos. Et c'est tous ces réseaux-là, likés, partagés, diffusés, avec les abonnements, qui permettent de montrer davantage de visibilité, de montrer aux gens, à la population, un autre regard sur un ensemble de choses. Sans dire qu'on a raison sur tout, sur nos perceptions, mais montrer qu'il existe autre chose, qu'il y a des gens qui se mobilisent, qu'il y a des gens qui vous apportent justement une autre solution. Et notamment, là, je trouve très pertinent, encore une fois, permettez-moi de conclure là-dessus, très pertinent, encore une fois, d'avoir tous les lundis soirs un avocat davantage spécialisé justement en droit administratif à disposition, avec qui on peut échanger et qui répond là du tac au tac aux questions. Ça, je tiens à le dire. Encore une fois, merci David.
C'est pas pour faire comme qui dirait, du lèche-botte pour certains. Je tiens à vous garantir, moi, pour avoir eu affaire, pardon, à des avocats pour des procédures, comme vous le savez, là, c'est véritablement vraiment une chance que l'on puisse, là, comme ça, en direct, poser une question avec un ensemble de réponses et surtout qui est disponible pour tout le monde, hein. Les émissions là sont gratuites, vous pouvez les repartager et vous avez une heure d'émission qui vous apporte les éléments principaux. Bien évidemment, après, ça nécessite aussi toujours d'aller faire votre petite recherche sur le texte de loi, de lire et éventuellement d'aller consulter si besoin, si vous avez vraiment une nécessité d'aller saisir un avocat, un juriste pour avancer sur un recours potentiel personnel. Voilà pour ces éléments. On vous remercie à toutes et tous pour votre présence, pour vos abonnements. Vous êtes à chaque fois plusieurs centaines chaque soir. Alors, suivant le sujet, on voit que vous êtes plus ou moins nombreux, mais on voit qu'il y a quand même un socle de personnes qui, au fur et à mesure, viennent, s'intéressent de plus en plus de monde, puisqu'on veut essayer vraiment, encore une fois, comme l'a dit David, très bien, d'élargir un petit peu, vraiment, de reparler de nos droits d'une manière plus globale, au-delà de la partie sanitaire. J'en ai terminé. Excuse-moi, j'ai pris pas mal la parole. Je tenais à dire ces quelques mots. Et bien, en tout cas, on vous dit à lundi prochain pour la prochaine émission, donc Justice citoyenne, lundi 20h, avec Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier. Bonne nuit tout le monde, passez une bonne soirée. Bonne soirée à tous.